ce développement, cette volonté d'insistance très spécifique sur chercher à enrichir nos moyens de représentation du reste du monde. Vous savez tous bien que ce qui fait la différence entre un portrait de jeune femme et la Joconde, c'est qu'on lit, en voyant la Joconde, on voit autre chose que le portrait d'une jeune femme. Alors, c'est cet enrichissement de la représentation, qui a plein de magie, l'invention du sfumato, etc. Et qui m'apporte le fait que, pour Vinci, c'est assez fascinant ça aussi. Pour Vinci, la Joconde n'est pas encore finie. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'elle est chez nous. Il l'a amenée d'Italie jusqu'à Amboise, et il n'a pas pu l'avancer à la fin parce qu'il avait de l'arthrite et même du rhumatisme à la main, il ne pouvait plus travailler. Donc elle est, à ses yeux, pas encore bien finie. Et il a passé son temps à travailler dessus, pas bon goût. Alors ce qui m'intéresse, c'est le processus qui est en jeu, sur lequel il faut, je crois, insister. Je change de registre. Non seulement elle est faite à partir d'artefacts, symboles, mais aussi, on a déjà insisté pas mal tout à l'heure là-dessus, je vais insister encore, la modélisation est un processus, encore un mot savant qui irrite, elle est téléologique. Je veux dire qu'elle est projective, qu'elle est intentionnelle, que si je représente quelque chose, je me suis exprimé à moi-même les intentions par lesquelles je me la suis représentée. Et si je vais chercher à l'interpréter que je n'ai pas, je sais que je vais la lire avec ma projectivité, et si je ne parviens pas à mettre en adéquation avec celle de l'autre, je vais rentrer dans une zone de dissonance qui en général va être fructueuse. Alors, c'est autour de cette insistance que je voudrais mettre le projecteur. Soyons conscients de nos intentions lorsque nous modélisons. Soyons conscients de nos intentions lorsque nous regardons. Vous me direz, c'est au hasard, ça vient, c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Il reste que si je me dis, je fais ça dans telle intention, pour comment c'est venu, pourquoi je ne fais pas attention au reste, j'en fais. J'appauvris. En explicitant mon intention, j'enrichis mon parcours. Quelques mots de Morin qui a beaucoup réfléchi, de Simon, excusez-moi, qui a beaucoup réfléchi là-dessus aussi. Pardon. Excusez-moi. Il dit ce que je viens de vous dire. Hein. En tant que concepteur modélisateur ou concepteur de processus de conception, nous avons à être explicites comme jamais nous n'avions pu à l'être auparavant sur tout ce qui est en jeu dans la création d'un modèle symbolique. Morin dira ailleurs, d'ailleurs, voyons quel est l'enjeu, voyons ce qui est en jeu, c'est une façon plus sobre, mais ça avec la même pertinence d'exprimer la même chose. Simon ajoutera la raison, je ne sais pas pourquoi c'est si fort comme ça, la raison par elle-même est instrumentale, elle ne peut sélectionner nos buts finaux. Il nous faut assumer nous-mêmes cette issue, il nous faut l'assumer différemment. Ce n'est pas en raisonnant que je pourrais savoir finalement quel est le seul but final de l'humanité. Il faut qu'on ait cette humilité, ce respect, cette dignité intérieure aussi. Du coup, nous allons être responsables de ce que nous faisons. Ce n'est pas la fin qui nous est. Morin dira quelque part, c'est à peine lisible ici, la complexité n'est pas une fin, mais un moyen. Il faudrait ici développer un certain nombre de paragraphes. Je vais juste insister sur encore un mot que vous n'avez pas beaucoup l'habitude de pratiquer, le mot pléiotropie. La plupart du temps, nous avons été accoutumés à raisonner, à prendre des décisions, en collectif surtout, sur un argument de monocritère. Il n'y a qu'un but, maximiser, ce que Simon appelle joliment, l'utilité subjective espérée de chacun. Alors, ok, on va maximiser le profit, mais de façon plus sophistiquée, ça donnera ça, et puis prenons chacun de nos comportements. On est incité à être monocritère. Bien sûr, on sait qu'on l'est pas. On veut être, je ne sais pas, on veut être riche, intelligent et amoureux. Non, bon, ça fait 3 buts, et c'est pas forcément, ne se recouvre pas forcément en termes de choix de moyens permettant de l'atteindre. Il reste qu'on vit avec et qu'on vit heureux avec. Les biologistes, on finit par s'apercevoir que la cellule, puis même et surtout le gène, qu'on croyait très simple, il y a le gène de telle maladie, donc c'est celui qui a telle fonction pour attaquer tel mot,
il est lui-même multicritère. Ils ont inventé le mot pléiotropie. Et surtout, si je le change un peu l'environnement, le même gène que l'industrie pharmaceutique a fait breveter pour soigner telle ou telle maladie génétique, dans un contexte un tout petit peu différent, il fait une autre fonction. Ils n'avaient pas peur de dire qu'ils avaient breveté le gène, ils avaient dit qu'ils brevetaient le gène pour cette fonction, le même gène, dans un autre contexte, il assurait une autre fonction. Pourquoi ils ont argué sa capacité de guérir ça, pas sa capacité de guérir ci, pour prendre un exemple. Alors regardons cette image. Nous sommes des êtres, nos organisations humaines sont en général terriblement pléiotropiques. Et nous avons à convenir qu'on n'aura jamais la solution optimum pour y arriver. Le passage du parce que, expliqué par derrière, au afin de légitime notre attention à des savants, va devenir notre projet. C'est une boutade que vous connaissez sans doute déjà. Les gens d'habitude voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Moi, je vois des choses qui ne sont pas. Qu'est-ce que c'est passé? Excuse, j'ai mes diapos au foyer. Je vois des choses qui ne sont pas et je me demande, je rêve des choses qui ne sont pas et je me demande pourquoi pas. Après tout, c'est pas de la bonne science, ça. Pourquoi? Pourquoi pas? Je vous lirai plus bas, il y a le début de la phrase ici. En 1934, Bachelard avait très bien vu ça. Il insistait lourdement. On peut faire dans le monde de la pensée comme dans le monde de l'action, on peut faire passer la raison du pourquoi au pourquoi pas. On ne raisonne pas plus mal, ni mieux, dans un cas ou dans l'autre. L'ego, pour répondre au pourquoi pas, c'est une sacrée ressource. Le petit dessin que vous voyez là, vous l'avez vu 100 fois, c'est Léonard de Vinci inventant l'hélicoptère. Pour inventer l'hélicoptère, il fallait se demander pourquoi pas. Parce qu'il n'y avait rien à faire, tout le monde était catégorique, ça doit tomber, ça ne peut pas monter. Prenez une pierre, elle tombe, il n'y a rien à faire. Prenez un hélicoptère, il monte. Comment il y est venu, c'est une autre histoire. C'est celle dont on a inventé ce matin déjà les vertus extraordinaires de la comparaison, de l'analogie, de la transduction, de l'abduction, etc. Il a vu monter, il avait le projet de faire monter plus haut que l'air. Il a vu après plein de travaux d'exploration tâtonnante qu'il faut monter un boulon que l'on vise dans les trous, et il écrit à côté. Comme monte le boulon que l'on vise dans les trous, de même montera l'hélice que l'on vise dans l'air. Il avait pris conscience de l'importance de l'air. Et l'hélicoptère est inventé, celui qu'on a aujourd'hui est un enfant direct de celui-là qui évidemment ne pouvait pas beaucoup construire à l'époque avec les matériaux et les poids dont il disposait. Je suis content de pouvoir citer ici une phrase que j'aime beaucoup de notre ami Yoram Mugir-Setcher dans son article du débat il y a maintenant 15 ans peut-être, que je vous relis. C'est le troisième volet, j'aurais dû dire modélisation artefactuelle, modélisation technologique, modélisation pragmatique. La pensée systémique met en évidence l'importance décisive pour les tout-êtres ainsi que tous ces méta-êtres que sont les organisations sociales, des modélisations pragmatiques et des conceptions induites par des buts subjectifs que j'aime appeler projectifs, que l'on place dans le futur, mais qui façonnent les actions présentes. Ces buts rétroagissent sur l'action au fur et à mesure que celle-ci s'en rapproche ou en éloigne, cependant que l'action, en se développant, modifie ses buts. Il en résulte une dynamique complexe, dépendante de sa propre histoire et du contexte, et qui requiert une approche cognitiviste et évolutionniste. Mon insistance, c'était mon insistance sur modélisation. On n'a pas un modèle fini, ça sera toujours comme ça. Au mieux, on a des métamodèles qui nous donnent les cadres dans lesquels on développe, mais à nous de faire marcher notre intelligence, même si, j'insiste, d'exercer notre intelligence et non pas d'être intelligent. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais tout être humain, a priori, exerce son intelligence. Alors, c'est exercer son intelligence pour progresser. Alors, dernier volet, là, je ne développe pas parce que très gentiment, Bruno Tricouart vous en a dit l'essentiel dès l'ouverture tout à l'heure. De son représenter, c'est se demander ça fait quoi
quelle action? Dans quoi? Quel contexte? Pourquoi? Quel projet? Et devenant quoi? Quelle transformation? Ce schéma, ce métamodèle, ce paradigme systémique, vous m'accorderez qu'il ne nous dit pas la réponse à votre problème du moment. Vous m'accorderez aussi qu'il va vous servir de bonne façon de questionner votre situation dans ce cadre pour commencer à fournir quelques premières réponses. Et en général, nous nous apercevons tous qu'on s'en porte bien. Il me reste bon, solution.